rejoint pour cette conférence qui va traiter des bureaux. On va examiner les tendances et perspectives de la classe d'actifs. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir autour de cette table Olaf Deschamps, associé chez l'Expert Notaire. Je vous laisse nous présenter rapidement votre activité. C'est bon ? Merci. Donc Olaf Deschamps, je suis associé chez l'Expert Notaire. Nous sommes 5 notaires, une cinquantaine de collaborateurs. Une étude qui est spécialisée dans l'immobilier d'investissement depuis plus de 2 décennies maintenant. Donc nous aurons soit du bureau, soit du commerce et également de la promotion immobilière. Voilà. Merci Olaf. Nous avons également Fabrice Lombardo, qui est directeur des activités immobilières chez Swiss Life Asset Managers France. Pareil, je vous laisse vous prêter au même exercice. Merci beaucoup. Allô, allô ? Là aussi, est-ce que ça marche ? Allô ? Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc Fabrice Lombardo, Swiss Life Asset Managers. Nous sommes au sein du groupe, nous sommes en charge de toute la gestion des actifs immobiliers en France, au Luxembourg, Belgique et en Europe du Sud. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 20 milliards d'euros. Répartis principalement en bureaux, mais avec une forte dominante logement et des pôles d'excellence aussi sur la santé, l'hôtellerie, et on commence à regarder la logistique. Merci Fabrice. Nous recevons également Arnaud Malbos, vice-président Investment d'Ivano et Cambridge. Je vous laisse nous détailler votre activité. Bonjour à tous. Je supervise une équipe de 10 personnes qui couvre les investissements d'Ivano et Cambridge en Europe. Ivano et Cambridge, c'est le bras immobilier du fonds de pension des Québécois, la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ivano et Cambridge a des actifs sous gestion de l'ordre de 60 milliards de dollars canadiens, environ 1000 collaborateurs quasiment sur tous les continents. La stratégie d'Ivanoé, c'est d'investir en ligne avec son objet et sa raison sociale, c'est-à-dire investir de manière impactante pour nos déposants, ainsi que pour les communautés dans une approche durable. Et enfin, Éric Supplisson, qui est directeur immobilier du groupe Thales. Je vous laisse nous présenter votre activité. Bonjour à toutes et à tous. Ça fonctionne. Thales, c'est un groupe d'électronique qui travaille spécifiquement dans la communication, l'aérospatiale, le transport et la protection électronique des données. L'immobilier chez Thales, c'est 3 millions de mètres carrés répartis un peu partout dans le monde et avec une présence assez importante en Europe et en France, où on concentre de l'ordre de 40% de nos surfaces. Des surfaces de bureaux, où que ce soit du bureau, de l'industrie, de l'ingénierie et un petit peu de logistique aussi. Thales a pour stratégie d'être preneur à bail de ses actifs, sauf exception. Donc je travaille beaucoup avec mes voisins de droite investisseurs. Merci beaucoup. On va commencer avec la première question. Le bureau, tout en concentrant une large partie de l'investissement en immobilier d'entreprise, a vu sa part de marché baisser en 2020 notamment, en 2020 peut-être. Est-ce seulement conjoncturel ? Éric, je vous laisse commencer. Le bureau, c'est forcément une large part de l'usage d'un utilisateur. L'usage est extrêmement variable. L'utilisateur peut être plus ou moins industriel, plus ou moins de services, plus ou moins tertiaire, mais c'est forcément une très large part. Alors, par rapport à 2020, l'usage du bureau en tant que tel aujourd'hui a plutôt tendance à augmenter. En 2020, nos bureaux étaient complètement déserts. C'était une véritable catastrophe. C'était vrai aussi au premier semestre 2021, faut pas se leurrer, jusqu'à cet été. Chez Thales, comme chez dans quelques autres grandes entreprises, on a pu constater en septembre un renouvellement de l'usage de nos espaces de bureau. Alors c'est pas forcément vrai partout. Il y a des entreprises qui ne voient pas leur usage réaugmenter, mais c'est le cas dans d'autres. C'est forcément une classe d'actifs sur lesquels on se pose des questions, parce que l'usage change, on verra sans doute plus tard.
est-ce qu'il y aura plus ou moins comment on va évaluer le marché de l'investissement dans ce bureau-là? Vu du côté d'un utilisateur, ça va fatalement évoluer. Les grandes entreprises notamment ont besoin d'immeubles qui soient plus conformes à leur nouvelle façon de travailler et plus conformes aussi au futur, j'allais dire, des réglementations, notamment environnementales. Donc le marché de bureau, vu de ma fenêtre d'utilisateur, c'est un marché qui va être actif et dynamique. Le tout est de connaître après l'étendue de cette activité. Merci Eric. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Fabrice? Oui, je peux peut-être un peu vous donner notre expérience et par exemple nos chiffres. Hein, j'ai regardé en 2020, les bureaux représentaient 60% à peu près de nos investissements réalisés donc l'année dernière. Cette année, on est plutôt à 45%. Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est une tendance qui alors, est-ce que c'est une tendance? La question est là, c'est plutôt... De vos investissements? De mes investissements, enfin je veux dire chez nous. Donc on voit clairement que pour le coup, effectivement, le bureau a été moins la cote, hein, je veux dire. Et c'est quand même aujourd'hui, c'est l'impression que j'ai, c'est vraiment une tendance de fond. C'est-à-dire que pour plusieurs raisons, je veux dire, il y a des raisons conjoncturelle, c'est-à-dire, comme on voit, on a vu le Covid, aujourd'hui, beaucoup de questionnements se posent sur est-ce que les gens vont revenir, est-ce que les entreprises vont consommer autant de mètres carrés qu'auparavant. Donc, et ça, on voit qu'aujourd'hui, on est un peu dans du tâtonnement encore. Hein, donc, je pense que cette visibilité-là, ayant disparu, il y a certains investisseurs qui ont mis le pied sur les investissements. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, et que on a vu une compression des taux à peu près sur toutes les classes d'actifs. Et le bureau ayant lui aussi fortement compressé, aujourd'hui, on est en train de se dire on peut aller trouver d'autres classes d'actifs qui rapportent plus, qui sont décorrélantes, qui sont un peu immunes au point de vue justement de toute cette thématique du télétravail. Et donc, on voit que on s'est beaucoup développé sur la santé et sur le logement. Entendu. Arnaud? Non, je partage complètement ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un peu des doutes sur l'évolution des usages, l'impact que ça va avoir sur le marché. Et je pense qu'il y a aussi l'émergence de produits ou de produits alternatifs qui font que sur lequel les gens voient plus de résilience ou un futur plus brillant, en tout cas vu d'ici. Et c'est évident que nous, chez Ivanhoé Cambridge, on a fait un changement de pivot il y a à peu près 5 ans, des centres commerciaux et j'allais dire presque du tout bureau, à une approche où on a un énorme focus sur la logistique, on a un énorme focus sur le résidentiel et toutes ces alternatives. Mais la réalité, c'est qu'on croit encore au bureau, ou en tout cas à certains types de bureaux. Donc voilà, ces émergences, évidemment, ça fait que vos capitaux, ils sont plus concentrés uniquement sur le bureau. Et comme vous l'avez bien dit, tu l'as bien dit, la réalité, c'est que il y a des bureaux, il y a une partie du stock sur lequel on serait plus investisseur. Et on voit bien que les capitaux bureaux qui sont encore importants et qui sont quand même fondamentaux dans l'industrie de l'investissement immobilier, parce que c'est quand même le produit phare, le produit numéro 1 jusqu'alors, on voit que les capitaux se concentrent en fait sur un spectre ou un périmètre d'investissement qui s'est réduit, puisque il y a tout un tas de zones sur lesquelles on parierait pas que les bureaux vont résister. Et ça va dans le sens de l'émergence de ces produits alternatifs, puisqu'il est hautement probable qu'une partie du stock va être convertie en du résidentiel, en du student housing, je ne sais quoi d'autre, mais il y a probablement des mutations qui vont arriver sur le parc bureau des grandes villes. Merci beaucoup Olaf, je vous laisse conclure sur cette question. Oui, donc nous on partage ces points de vue. On voit qu'effectivement le bureau aujourd'hui
quand il est de bonne qualité, il s'est rien passé depuis 2 ans, c'est-à-dire que les immeubles sont toujours très recherchés et très demandés par les acquéreurs. Et là, on n'a aucun problème, les prix n'ont pas diminué, au contraire, ils continuent de grimper, que ce soit les prix à la location ou à l'acquisition. Le bureau qui pêche aujourd'hui, c'est celui qui révèle un problème de localisation, de modernité dans sa conception. Donc là, on le conçoit et on le voit. Là, c'est pas qu'il y a une baisse, c'est qu'il n'y a pas de marché aujourd'hui. Il y a très peu de marché sur ces bureaux de deuxième ordre, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas encore eu de baisse de prix non plus. Les baisses de prix des propriétaires aujourd'hui n'est pas actée. Donc on a un marché qui est très très fermé aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc forcément, on fait moins de bureaux cette année, beaucoup moins, en tout cas en ce qui nous concerne. Et il y a eu ce rééquilibrage sur les autres classes d'actifs qui permettent effectivement, dans un portefeuille d'un investisseur, de mutualiser un petit peu les risques. Donc on a exactement les mêmes observations. Vous avez commencé à le formuler. On a assisté à ces dernières années à une convergence des prix entre les localisations prime et non prime, à l'acquisition comme à la location. Est-ce qu'on va assister au phénomène inverse aujourd'hui ? Je vous laisse poursuivre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Hein. On constate aujourd'hui que le non-prime, c'est complètement divergent par rapport au prime. Donc, on a cette constatation. Je pense qu'elle va durer encore un petit peu. Et c'est vrai que sur le non-prime, c'est très compliqué de se positionner aujourd'hui et de savoir ce qu'on va en faire. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans des grands travaux de rénovation de l'immobilier ? Est-ce que les immeubles vont être pour partie transformés ? Et moi, je suis pas en capacité aujourd'hui, j'arrive pas à identifier quels vont être les besoins de demain et la faculté qu'on aura de transformer ces immeubles qui sont aujourd'hui décorrélés de nos besoins et qui sont pas si facilement transformables. Très bien. Quelqu'un veut ajouter un mot sur ce sujet ? Fabrice. En effet, on remarque bien qu'aujourd'hui, c'est comme cela a été dit précédemment, le marché est vraiment à double vitesse. C'est dès qu'on est dans zone prime, en tout cas dans les centres-villes et pas forcément dans les QCA, hein, c'est vraiment plus large que ça, la demande de bureaux est là. Et on voit bien donc en fait que l'impact Covid et de la moindre consommation de mètres carrés ne va pas être uniformément réparti. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont vraiment souffrir, voire mourir, et d'autres zones sur lesquelles, on voit les demandes sont encore assez tendues et même un investissement à l'acquisition aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment se battre pour obtenir des bonnes opérations, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de vendeurs sur ces segments-là. Donc là aussi, il y a un peu une problématique d'assèchement de l'offre. Donc ça, c'est un véritable sujet, effectivement. Et après, la question que l'on se pose, c'est surtout ces actifs qui vont souffrir. Alors, je vois ça en deux catégories. Soit la zone est vraiment, en tout cas de notre point de vue, durablement impactée. Et là, il va falloir les transformer, mais j'ai pas l'impression que les municipalités dans ces zones-là aient bien compris ça. Et aujourd'hui, transformer ça en logement, par exemple, ils n'ont pas forcément très envie, hein, parce que ça veut dire des investissements, des infrastructures en plus et des taxes en moins. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, après, sur les autres actifs, là, pour le coup, il va falloir, quand on est dans des bonnes zones, on le sait qu'il va falloir le travailler avec une approche très ESG dont on va sans doute parler plus tard. Peut-être vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces zones que vous évoquez géographiquement. Quel est l'antagonisme ? On a Paris, j'imagine, le cœur de Paris, et les zones qui vont un peu moins fonctionner. Alors, je pense qu'on peut avoir des différents débats. Vas-y. Non, mais je ne sais pas si c'est le lieu de spotter des zones, mais globalement, on voit tous à peu près la même chose. L'accès à l'accessibilité, à la connectivité, l'attractivité des marchés ou des sous-marchés, c'est ça qui fait la différence. Alors, il peut y avoir des actifs qui sont complètement inaptes depuis longtemps, mais malheureusement, il y a probablement des sous-marchés dans lesquels il va y avoir des grosses difficultés. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Il y a une partie du stock qui va être coincée entre peu d'intérêt probablement des utilisateurs, une réglementation qui va se durcir en termes de énergétique et des niveaux de loyer espérés qui
ne permettront probablement pas de réaliser les capex nécessaires pour permettre encore de pouvoir louer. Donc je suis d'accord, je pense que un des grands enjeux des prochaines années, ça va être de transformer des centres de profit pour les villes qui sont des bureaux avec des taxes, probablement d'une certaine façon des centres de coûts qui sont la réalisation par exemple de résidentiels. Et ces transformations, elles peuvent se faire rapidement et intelligemment, ou elles peuvent prendre des décennies avec des zones entières qui vont devenir des friches tertiaires. Eric, votre regard d'utilisateur? Oui, je vous rejoins complètement. Il y a évidemment des immeubles dans lesquels les grands groupes, au moins, ne pourront plus aller s'installer, puisqu'on va avoir besoin de certains nouveaux outils de travail. Quand un outil de travail, c'est un site, un immeuble, et cet outil de travail-là, c'est pas celui des années 80. Ça, c'est tout à fait clair. On va quitter ces sites-là. On a des problématiques, en effet, y compris pour trouver les surfaces allouées dans les centres urbains, dans les QCA ou des grandes métropoles. Ça, c'est tout à fait clair également. On est même surpris d'ailleurs que dans certaines métropoles, en région, on ne trouve vraiment rien et on ne soit pas les seuls à chercher. Il y a un vrai manque de disponibilité, en fait, d'offres locatives sur certaines villes. Et ensuite, dans la périphérie de ces agglomérations, l'élément primordial pour nous, pour les entreprises, pour les utilisateurs, c'est la connectivité. La connectivité ferroviaire, les métros, RER, tramways, quel que soit leur nom dans les différentes villes, mais c'est absolument essentiel. Essentiel parce que les villes aujourd'hui ont des difficultés, je pense, à appréhender l'ensemble des problématiques qui se posent à elles. Elles veulent de la mixité dans les quartiers, mais elles ne veulent pas perdre du bureau. C'est un premier problème. Il faut absolument, elles veulent pouvoir être mieux desservies, mais elles ne veulent pas de travaux. Alors, pas toutes, hein, on en connaît, il y en a un peu beaucoup, mais et elles veulent pouvoir accueillir des utilisateurs sur des sites qui sont un peu importants, mais elles n'ont pas de foncier. Donc on est régulièrement confronté à ce type de problème-là. Et pourtant, les villes doivent comprendre que il y a des immeubles tertiaires qui vont disparaître parce qu'ils ne sont plus du tout adaptés, ils le seront de moins en moins, et puis les nouvelles réglementations vont encore être plus exigeantes en la matière vis-à-vis des entreprises. Les prix aussi, hein, on voit les envolées de prix des fluides, enfin de l'électricité, et donc on doit faire très attention à ce poste-là dans nos budgets. Donc on va aller sur des immeubles qui sont beaucoup plus efficaces en termes d'aménagement et en termes d'utilisation, de coûts. Il faut que les villes comprennent que l'on va quitter des vieux immeubles, il faut qu'elles comprennent que ces immeubles-là risquent de ne pas rester du bureau, et il faut aussi qu'elles comprennent qu'elles doivent absolument être bien desservies par des transports en commun, c'est impératif. C'est d'autant plus que, alors je prends l'Île-de-France, hein, et la situation de Thales précise, on a des salariés qui habitent un peu partout en Île-de-France, plutôt vers l'ouest, c'est vrai, ou dans Paris, et qui se déplacent très majoritairement, mais vraiment très majoritairement en voiture aujourd'hui. Oui, encore en voiture. Mais je travaillais ce matin encore sur un projet. J'ai 70% des collaborateurs qui utilisent leur voiture au quotidien pour ou voiture ou une moto, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, un moyen de transport individuel. Il va falloir les aider à passer au transport collectif ou au partage des voitures. Mais les villes ont déjà pris des réglementations pour limiter le nombre de places de stationnement sur les bureaux. Et c'est une place 45 mètres carrés, quoi. Ça ne fonctionne pas sur les immeubles neufs, donc il faut absolument avoir des transports en commun. C'est évident pour pouvoir le développer.
Oui, donc on ne parle pas de zone géographique particulièrement, mais de connectivité, pour résumer. On va passer à la question suivante. L'absence de certitude de ces derniers mois a généré un certain attentisme. Est-ce que vous le ressentez dans vos fonctions respectives? Si quelqu'un veut prendre la... Eric, je vous laisse continuer. Objectivement, alors j'ai du mal, l'attentisme, pour ma part, vraiment pas là, vraiment pas présent. Je déborde de projets, donc j'ai pas le temps d'attendre, malheureusement. Mais il est vrai que l'ensemble de ces projets prend un temps certainement beaucoup plus important qu'il ne prenait il y a quelques années, 10 ans disons, à devoir être traité. Et si bien que je comprends parfaitement que le marché, lui, ressent un attentisme de la part de l'utilisateur qui lui-même est en train de monter un projet qui est de plus en plus complexe, parce que finalement le projet immobilier, c'est un projet de transformation de l'entreprise, alors que dans le temps, c'était un projet de remplacement d'un immeuble par un autre sans véritablement s'interroger à la transformation de l'entreprise derrière. Et l'entreprise, elle, se transforme énormément. Donc on doit piloter des projets de transformation de l'entreprise avec énormément de directions partenaires, et ça prend du temps. Ça prend du temps avant qu'on puisse se révéler au marché. Et donc oui, sans doute le marché doit un peu nous attendre, oui, au moins pour sur ce sujet-là. Une vision d'investisseur peut-être? Au choix? Oui, je pense qu'il y a des éléments aussi de changement organisationnel, de télétravail, de définir la bonne politique chez certains utilisateurs. Ça prend un certain temps, et puis ensuite il faut descendre ça au niveau opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire en mètres carrés? Il y a des gens qui vous diraient il y a moins de postes de travail, mais des postes de travail avec plus de mètres carrés, mais la réalité c'est que ça compense pas ceux qui sont liés à la flexibilité. C'est évident. Donc je pense que tant qu'il n'y a pas ça va prendre encore un peu de temps, à mon avis, pour que on voit ces politiques être mises en œuvre de manière importante, et qu'on passe à autre chose, entre guillemets, et à un autre marché. Oui, juste une précision sur ce point de vue-là. Je pense qu'il faut vraiment segmenter entre les gros corporates sur lesquels il y a eu de l'attentisme, et on a l'impression que vous posez beaucoup plus de questions et sur comment l'organisation et le temps que ça va prendre, parce qu'il y a plus d'employés, plus de mètres carrés. On voit par contre là depuis quelques semaines, voire quelques mois, sur le segment du 500 mètres carrés, 2000 mètres carrés, là l'activité a fortement repris. Et à la limite, c'est un peu normal. On est toujours, nous, l'immobilier, on est en retard du cycle. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand choc en 2020 où là, effectivement, tout s'est arrêté parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Il y a la sortie de crise, quand, comment. Donc là, on a vu on a eu un rebond assez fort début 2021. Et donc là, ça commence à se diffuser auprès des locataires. Et puis, ça va arriver chez nous, investisseurs, après. Olaf, pour conclure sur cette question. Oui, alors nous, on est tout en fait au bout de la chaîne. Donc nous, on n'a pas encore vu la reprise. On a en 2020, évidemment, et en 2021 également, même si c'est un peu plus lissé, même si c'est un petit peu plus dynamique. On a quand même, par rapport à 2019, qui était une année certes exceptionnelle, mais on a quand même un marché qui est beaucoup, beaucoup moins actif. On sent qu'il y a des prémices de reprise, mais c'est pas encore très, très confiant, tout ça. Et on travaille beaucoup parce qu'on sent bien que et les vendeurs et les acquéreurs se posent encore énormément de questions, et ils achètent après avoir énormément réfléchi et aussi avoir beaucoup négocié pour essayer d'aligner les prix sur la valeur qu'ils imaginent des immeubles qu'ils ont identifiés. Donc non, on a un marché qui est pas florissant encore en 2021, qui se tient, qui est résilient, mais qui n'est pas florissant. Merci beaucoup. Vous avez évoqué la flexibilité. Le service, c'est des choses dont on entend parler depuis quelques années. Est-ce que leur rôle va s'étoffer encore? Et de manière plus générale, comment vont s'organiser les entreprises à l'avenir, ou peut-être même l'ont-elles déjà fait? Eric, ouais. Elles sont en train de s'organiser. Ce sont des schémas. Alors, je suis d'accord avec ce
je disais, c'est des schémas plus ou moins longs, souvent liés à la taille de l'entreprise, ou fatalement liés à la taille de l'entreprise, et puis à sa souplesse, sa rapidité de réaction. C'est un chemin long parce qu'il est à la fois culturel dans l'entreprise, ça peut être une culture à modifier, et puis il est très personnel. Le télétravail, c'est quelque chose que les uns et les autres, on a pu découvrir de façon forcée. Mais entre le télétravail forcé et le télétravail choisi, il y a un pas énorme. Donc aujourd'hui, petit à petit, les personnels passent dans un mode télétravail choisi. Il faut véritablement qu'ils jugent de l'intérêt d'être dans cette organisation-là. Pour l'entreprise, de la même façon, l'entreprise était déjà passée ou régulièrement passée dans un mode gestion de projet, organisation projet, mais elle est fortement impactée par l'absence de ses collaborateurs, en tout cas par leur distance. Donc, elles sont en train de s'organiser autour de cela. Spatialement, ça veut dire aussi qu'il faut qu'elles réorganisent leurs locaux pour être véritablement adaptés à des locaux qui vont accueillir des salariés, mais pas à plein temps. Donc on est en train de manier avec plus ou moins de précautions les grandes théories, les grandes pratiques maintenant, du flex office, du poste de travail partagé, du hub, etc. On voit, on le traite, on le teste, on le déploie. Tout ça, c'est beaucoup d'investissement aussi, il ne faut pas l'oublier. On investit, j'allais dire, un immeuble du bureau que l'on n'a pas investi financièrement, mais on en paie le loyer. Ceci dit, on investit énormément d'argent pour aménager nos locaux. Beaucoup plus, d'ailleurs, au mètre carré ou au poste de travail ou à la personne qu'on ne le faisait avant, avec des mobiliers beaucoup plus divers, etc. Donc, on se réorganise, ça prend du temps à nouveau. Plus on est gros, plus ça va prendre du temps, parce que plus les surfaces sont grandes, plus on a d'équipements à acheter. D'ailleurs, plus on a des difficultés d'ailleurs avec la chaîne logistique aujourd'hui pour le faire. Voilà, alors, la flexibilité, c'est évident dans notre organisation, même si régulièrement quand même, les entreprises avaient des organisations flexibles. Plus de services, c'est parfaitement évident, parce qu'il faut aussi créer beaucoup de liens avec des personnels qui ne seront donc pas présents de façon permanente. Plus de services aussi, parce qu'on a une offre qui est sur le marché, pas l'offre traditionnelle d'avant. On a aussi des offres de prestations de services directement pour intégrer dans des nouveaux immeubles, dans des centres de coworking, mais aussi des offres de prestations de services de gestion globale d'immeubles. Donc oui, sans doute plus de prestations de services, fatalement plus de flexibilité et puis, comment on va s'organiser ? On s'organise. Certains l'ont déjà fait, quelquefois de façon très extrême. Et puis d'autres sont en cours de développement, je pense. Quelqu'un veut prendre le relais sur cette question ? Fabrice ? Oui, je peux rajouter quelques mots sur cette tendance-là. Et là, on voit que le Covid a été un accélérateur, un continuateur, mais d'une tendance qui était déjà là avant. Sur ce point-là, où effectivement on a besoin d'apporter du service. Enfin, cette approche, on a été tous un peu, j'allais dire, secoués ou en tout cas éclairés par l'arrivée des coworkers, qui sont, donc c'est pas, ça date pas d'hier, ça fait déjà plusieurs années que c'est sur le tapis, ce sujet-là. Et donc, si on a l'impression que du point de vue de nos locataires, s'ils souhaitent pouvoir attirer des talents et aujourd'hui en plus attirer les employés au bureau, il faut vraiment pouvoir avoir cette couche-là de service dans l'immeuble. Alors là encore, ça va vraiment dépendre de la typologie, de la taille de l'immeuble et de l'emplacement. C'est-à-dire que si vous avez un 2-3 000 m² dans Paris, vous avez du service déjà autour. Dans le maillage urbain, bien sûr, c'est un moindre sujet que quand vous avez des gros paquebots de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Mais justement, dans ces immeubles-là, je veux dire, aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'auparavant. Merci Fabrice. Arnaud, je vous laisse prendre le relais.
Non, je trouve que c'est intéressant parce que en fait on met des services dans les immeubles depuis très longtemps. Je me rappelle avoir mis une conciergerie dans Cœur Défense en 2001, donc c'était pas hier. Hein. Mais en fait les services c'était les gros immeubles qui pouvaient amortir entre guillemets ces services. Où c'était des gros immeubles qui étaient un peu perdus dans la pampa et déjà à l'époque il y avait des grands groupes qui organisaient les services autour de ça. Je pense qu'on a tous connu une époque où on vérifiait quand on achetait un immeuble ou quand on le développait la quote-part de partie commune. Et il fallait surtout pas être trop haut parce que vraiment on allait le prendre dans les dents le jour où on allait négocier un bail. Et aujourd'hui on a fait une marche arrière complète. Utilisateurs qui demandent des rues intérieures complètes pour desservir tous les services à installer pour faire venir les talents. Donc on est effectivement sur une évolution forte. Après, on voit aussi que les meilleurs services, c'est la centralité. Parce que, je rebondis sur ce qui se disait tout à l'heure, entre 500 et 2000 mètres carrés, c'est là où le marché est passé de 60 à 90 transactions, sauf erreur de ma part. Donc il y a une vraie dynamique que tu soulevais tout à l'heure. Ça correspond au marché parisien, la taille des immeubles, etc. Mais c'est vrai que le meilleur service, c'est d'être un endroit où, quand on sort de l'immeuble, on peut profiter d'un environnement retail, restaurant, bar, entertainment, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est devenu clé. La guerre des talents, je pense que il va y avoir une explosion des salaires dans un certain nombre d'industries dans les prochains mois. On va arriver à une inflation qui sera à mon avis pas que sur l'énergie et c'est évident que pour embaucher les bonnes personnes, il va falloir leur offrir autre chose que simplement un package financier. Merci beaucoup. En plus de la connectivité, du coup, il y a aussi une problématique d'activité autour du pôle bureau, Olaf. Non, juste, moi je trouve que c'est une question très compliquée parce que ces sujets-là de service, c'est finalement très individuel et c'est de plus en plus changeant. Aujourd'hui, tous, et plus particulièrement la plus jeune génération, ils ont des envies qui sont très instantanés et ils peuvent en changer facilement, rapidement. Donc leur donner des services à un instant T, ça ne va pas être les services qu'ils attendent un an après, 2 ans après, 2 ans et demi après. Donc comme dans les immeubles, moi je trouve que ce qui va être important, c'est la réversibilité en fait. C'est d'avoir des structures pour les immeubles et d'avoir des structures de services qu'on puisse faire évoluer en permanence, parce que leur demande, elle est en permanente évolution. Les talents, ce sont des talents, donc ils ont toujours, tous les jours, des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux besoins. Et ça, c'est très, très, très difficile, mais c'est vrai qu'il faut l'intégrer. Et dans la conception des immeubles, et dans la réhabilitation des immeubles, et dans les services qu'on peut leur proposer. Alors, ça a été les conciergeries, ça a été le sport, ça a été le télétravail. Tous ces services-là, en fait, ils sont en permanence à réadapter, et ce qui est très compliqué, parce que ça veut dire qu'on va aussi rentrer dans l'individualisation des services pour les uns pour les autres, parce que pour les grandes entreprises, moi, ce qui me frappe, c'est que ils peuvent pas faire autrement. Parfois, on a des décisions qui sont prises pour tous les personnels. Et évidemment, ça s'adapte pas à tous les personnels. Et je pense qu'on va devoir aller creuser pour rentrer dans les différentes strates, dans les différents besoins. Et là, c'est un vrai questionnement et une vraie difficulté, je pense. Merci beaucoup. Eric, un dernier petit mot. Je peux juste rajouter, je te suis complètement à l'œuf. C'est d'ailleurs un des sujets, enfin tous d'ailleurs, c'est un des sujets les plus complexes à traiter. Parce qu'en effet, il y a 10 ans, on offrait une gamme de services qui était parfaitement standardisée à l'intégralité de nos collaborateurs. Aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Parce que, en effet, les collaborateurs veulent des services différenciés en fonction de leur prototype, j'allais dire, et sont nombreux. Il y a une question d'âge, de pyramide des âges, donc qui joue. Et aujourd'hui, on a un renouvellement du nombre de collaborateurs important à cause tout bonnement de la pyramide des âges en France. On voit la même chose d'ailleurs à l'étranger. En Grande-Bretagne, c'est typiquement la même chose. Et puis. Et puis il y a cet aspect d'instantanéité. Oui.
Donc aujourd'hui, en effet, on est obligé de travailler sur des groupes quelquefois beaucoup plus petits. C'est ce que l'on a commencé à faire il y a 4 ans maintenant, parce qu'il faut attirer les talents, ceux qui avaient, enfin, un certain nombre de nos collaborateurs partent tous les ans en retraite, tout bonnement. Donc on doit embaucher beaucoup et on est face à une pénurie de talents, c'est manifeste. Donc il faut offrir des services, il faut en effet offrir des services qui soient renouvelables et pour ça il faut avoir de la compétence qui soit capable de créer ces services-là, de les mettre à disposition et il faut avoir les locaux qui soient adaptés. Ouais, en effet, les grandes rues, on en a besoin, mais on a aussi besoin des grandes rues qui soient modulables, j'allais dire, pour pouvoir accueillir des manifestations que l'on réalise dans nos propres locaux. Et ça, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a des immeubles qui sont très bien, mais qui ne disposent pas forcément de ces zones importantes qui sont des parties communes dont on pourrait imaginer qu'ils vont dégrader la valeur de l'immeuble, à la fois à l'investissement mais aussi à l'utilisation, et en réalité pas du tout ou plus du tout aujourd'hui. Ça participe en fait à la création de la valeur pour les parties qui sont les parties communes, les étages de bureaux. Merci Eric, merci à tous les 4. Il nous reste 5 minutes pour les questions. Est-ce que vous en avez dans l'audience? Sinon, on va exploiter ce temps avec les autres questions qu'on avait prévues. Justement, vous parliez des talents, du recrutement. En quoi le paramètre environnemental influence vos fonctions respectives, vos stratégies respectives? Eric, merci. Nouveaux immeubles conformes à des décrets dont on attend désespérément la publication pour réussir à prendre une position. Si quelqu'un dans la salle peut me renseigner sur la RE 2020, je prends, parce que pour l'instant je ne trouve pas. Donc pourtant 2020, ça avait l'air d'être 2020, mais on est fin 2021 et je cherche toujours pour des projets 2023. Donc voilà. C'est une catastrophe. On doit limiter énormément notre empreinte carbone. On doit limiter énormément notre consommation en énergie. Donc voilà, on est là-dedans. Donc est-ce que ma stratégie d'investissement d'un nouvel immeuble, entrer dans un nouvel immeuble, est-elle impactée par l'environnement? Oui, c'est évident en permanence. Ça fait le bonheur d'énormément, peut-être certains parmi vous, d'AMO spécialisés. Et en tout cas, je cherche beaucoup les clés. J'ai beaucoup de portes, mais j'ai pas beaucoup de clés. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais, sachant qu'il nous reste 3 minutes? Ouais, je serai assez bref pour vous dire oui. Où, en effet, on y pense tout le temps, en permanence. Aujourd'hui, on le voit de la part de nos locataires et aussi de nous en tant qu'investisseurs. On est chez Swiss Life, on est présent sur l'ESG depuis très longtemps et cette thématique environnementale a vraiment pris de l'ampleur. A été un peu gommée ces 18 derniers mois, on a un peu moins parlé de ça, mais on voit que là, ça revient, mais vraiment très fort. Et c'est chaque décision maintenant est prise avec cette optique-là. Vraiment d'amélioration possible sur l'environnemental et avec un minimum qu'on a tous qui est le décret tertiaire. Et puis en plus, on essaye d'aller plus loin que ce qui est requis de façon minimum, puisqu'on sent qu'il y a une pression de la société assez forte. Merci Fabrice. Arnaud? Je partage complètement. On constate une accélération de l'ESG depuis quelques années. Une espèce de convergence réglementaire. Je pense que il y a évidemment les mêmes attentes chez les utilisateurs et dans la communauté des investisseurs. Chez Ivanhoé, on a un plan ambitieux d'être en neutralité carbone opérationnelle d'ici 2040 sur l'ensemble de notre portefeuille d'à peu près 60 milliards de dollars. Et c'est intéressant de voir que cette convergence, elle crée la divergence dont on parlait tout à l'heure sur
des actifs qui sont tournés vers demain et qui attirent non seulement les utilisateurs mais les capitaux et les autres actifs qui sont finalement perdus dans les limbes. Donc ça devient clé et je pense qu'on va être de toute façon gentiment accompagné par la réglementation comme des amis de l'industrie automobile et d'autres. Le paramètre politique. Donc Olaf. Oui, juste 30 secondes. Non, c'est vrai, on est passé du mainstream un peu de l'image en disant oui, c'est bien, il faut à aujourd'hui une vraie conviction qui est partagée par la totalité des intervenants dans le domaine de l'immobilier. Donc nous on le ressent dans les due diligence de nos clients, c'est un secteur c'est un point qui est primordial pour eux et on doit le travailler. Alors il faut le clarifier parce qu'aujourd'hui c'est un peu on prend avec plein de collaborateurs ou plein de compétences externes, un peu notre lumière de spéléologue là, et on essaie de farfouiller un peu là-dedans. Et on n'en sent jamais très grandi. D'ailleurs, c'est un peu frustrant, mais c'est un sujet qui doit être absolument mis sur la table et en tout cas qui est partagé par tous aujourd'hui. Merci beaucoup Olaf. Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence et la salle va accueillir la prochaine conférence sur la logistique. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup.